Bonjour à tous les Shinigami, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite tier list des capitaines, de la puissance des capitaines selon les différents arcs de Bleach, car comme vous le savez, Bleach est un shonen fleuve et les fans du manga se sont toujours demandé à un moment ou à un autre, mais quel est le plus puissant des capitaines? Est-ce que mon personnage, mon capitaine favori est plus puissant que celui-là? Qui est le plus fort entre Byakuya et Kenpachi, etc., etc. Donc nous allons voir tout ça aujourd'hui selon mon avis subjectif, personnel, dans cette vidéo. Et je tiens à vous dire que l'arc final sera réservé pour une vidéo qui lui est dédiée, parce que sinon cette vidéo-là serait trop longue. Allez, on commence tout de suite, c'est parti. Donc des détails sont à prendre en compte sur cette vidéo. Lorsque je classe ici les capitaines, il ne s'agit pas d'un classement par ordre de puissance, Reiatsu, pression spirituelle, mais plus d'une optique qu'aurait un capitaine donné à en battre un autre lors d'un affrontement en 1 contre 1. Voilà pourquoi vous verrez souvent Yamamoto dans le haut du panier, car il peut se faire n'importe quel capitaine en 1-1, hormis de très rares exceptions que vous verrez prochainement. Vous pouvez également prendre chaque place de ces différents classements comme un ordre de dangerosité, difficulté, pour parvenir à vaincre les 10 capitaines en question de ces différentes listes. Les dispositions des capitaines sur ces listes se font par arc, donc les arcs hors série exclus, et vous verrez que certaines places varient d'un arc à l'autre, mais que globalement dans l'ensemble, les catégories de puissance sont bien définies dans Bleach, et ça depuis le début. Ukitake, grand absent de ces classements, je ne pense pas avoir à me justifier sur ce personnage dû à son très pénalisant handicap. Toutefois, s'il aurait eu une quelconque place sur ces différentes listes, il se trouverait certainement à côté ou juste en dessous du capitaine Kuraku. Je m'amuserai également à rajouter parfois des personnages et ou différentes formes de ces derniers au sein des différents classements pour le plus grand plaisir de tous. Je m'engage à ne pas spoil les scans lorsque je parlerai des premiers arcs, et au timecode indiqué, vous pourrez vous sauver ceux qui ne sont pas à jour sur les scans. Et enfin, c'est un putain de classement subjectif. Donc si Jean-Kévin ne comprend pas pourquoi son capitaine préféré est aussi bas dans le classement, il lui suffira juste de me demander en commentaire dans le respect et la bonne entente des explications dans l'espace commentaire. Sur ce, mon visionnage. Aka l'arc du sauvetage de Rukia, tout premier arc très sérieux de Bleach quant aux enjeux qui en découlent, il s'agissait ici bien plus que le simple sauvetage de Rukia en réalité, mais de la protection de l'Ogyoku, cette sphère ultime qui permet d'attribuer des propriétés exponentielles à son utilisateur en fonction de la volonté et ambition de ce dernier. Cet arc est considéré comme le meilleur pour beaucoup, étant donné l'aspect manichéen qui peut s'en dégager. Ici, les objectifs réels de l'arc vont beaucoup plus loin que le sauvetage de Rukia ou la victoire contre Byakuya Kuchiki. Aizen, la trahison de Gin et Tozen, la chambre des 46, etc. Tous ces éléments ont permis de conclure cet arc de manière sublime et très nuancée quand on connaît les réels agissements de Sosuke Aizen. Pour argumenter le premier classement s'y compte, Yamamoto, pas besoin d'argument, un monstre de puissance, zéro besoin de me justifier ici. Aizen même routine, cependant malgré son immense puissance destructrice, il reste selon moi en dessous du Shinigami ultime de Soul Society, donc Yamamoto Shigekuni Genryosai. Pour Unohana, beaucoup peuvent être surpris de la voir aussi haut dans le classement, mais ceux qui ont fini l'arc final savent qu'elle n'est pas ici pour blaguer. Sa 3ème place ici est donc totalement legit, et pour vraiment comprendre la puissance de Unohana, il vous faudra être à jour sur les scans. Et sur le databook de la Gazette du CRT, donc oui, la Gazette du CRT est un databook, c'est aussi le nom de la chaîne, qui date de 2007, on nous montre que Unohana a des stats vraiment dingues pour un capitaine étant censé être spécialisé uniquement sur le soin. Donc en bref, Unohana c'est totalement normal, j'ai pas fumé ou quoi que ce soit. Kuraku juste après, c'est le jeune prodige avec Ukitake, des élèves préférés de Yamamoto, sa polyvalence lui permet d'être à cette place-là, il n'y a pas de faute selon moi. J'ai mis Byakuya devant Kenpachi étant donné que Byakuya lors du premier arc de Bleach était vraiment considéré comme le god tier, le boss final à abattre de l'arc. Il avait une allure vraiment impitoyable et est même parvenu à battre Ichigo une 2e fois avant que ce dernier ne se transforme en holo. Tandis que Kenny, malgré sa force démentielle, restera en dessous de Byakuya pour le premier arc de Bleach, selon moi. Pour le reste du classement, il n'y a pas d'erreur je pense, peut-être des bases sur la place de Komamura en dessous de Toshiro, sinon tout me semble carré. 3 derniers points à éclaircir avant de passer à l'arc des Espadas. Certains me diront qu'en 1 contre 1, Soifone dispose de plein de ressources pour mettre à l'amende Komamura. Mais en vrai, c'est un peu déloyal et je m'explique. Komamura, qui est le Shinigami le plus grand, le plus gros, le plus lent et le moins mobile des 13 capitaines, alors que Soifone c'est tout l'inverse. C'est la plus petite, la plus agile et la plus mince avec Unohana des 13 capitaines.
Donc avec Suzume Bashi et sa vitesse fulgurante, ce sera un jeu d'enfant pour elle de battre Komamura. Mais ici, c'est le principe du pierre-feuille-ciseau ou encore la plante qui bat l'eau ou le feu pour ceux qui ont joué à Pokémon. Si Solphone peut battre avec une aisance radicale Komamura, ce n'est pas dit qu'elle gagnera plus facilement que lui contre un Gin ou un Toshiro par exemple. Pour conclure, ce n'est pas parce que Fawn est physiquement et techniquement adaptée à contrer Komamura qu'elle mérite d'être au-dessus. Komamura est plus dangereux selon moi qu'une seule Fawn, même s'il peut perdre très facilement face à elle. Tozen, c'est compliqué. Le Gus se fait poutrer de manière lamentable contre Zaraki à la limite de l'agonie et 30 minutes plus tard, lorsqu'il vient traquer Renji et Rukia, c'est comme si rien ne s'était passé et qu'il n'a jamais été blessé. Tozen retenait-il sa force? Surtout quand l'on sait qu'il fut sous les ordres d'Aizen, il a peut-être subi un entraînement spécial. Le cas de Tozen est très compliqué. En bref, pour conclure sur Kaname, de ce qu'il aura voulu nous dévoiler lors du premier arc de Bleach, ce n'était pas fameux et il mérite son avant-dernière place. Pour Mayuri, enfin, c'est simple. Comme dit précédemment, il s'agit ici d'un classement de dangerosité en 1 contre 1. Et Mayuri, malgré ses gadgets et son grand intellect, n'est pas très redoutable sans sa vice-capitaine Nemo. On a pu le voir contre Uryu qui ne semble pas très indépendant en solitaire et que même si il est le premier capitaine à nous avoir dévoilé le Bankai, il est en dessous de tous les autres selon moi. Voilà pour le premier gros arc de Bleach. Passons enfin à Las Noches, l'arc dédié aux Espadas, la section d'élite qu'a façonné Aizen afin d'accomplir ses objectifs. Si cet arc a une direction plus rectiligne que l'ancien en termes d'enjeu, au niveau des combats, on passe au level supérieur, avec la mise en scène plus que magistrale des meilleurs combats de Bleach. Si on monte d'un cran avec des combats plus violents, des adversaires plus coriaces, il en va de même pour nos capitaines qui ont dû évoluer également. Vous pouvez voir ici, certains personnages, pour ne pas dire Aizen, apparaissent plusieurs fois et je me permets ici d'ajouter quelques personnages clés à ces classements. Le débat Yamamoto-Aizen est très intéressant ici je trouve. Aizen disant lui-même que Genryusai le surpasserait sur le plan physique, il serait logique de le placer en dessous de ce dernier. Mais si on rajoute à Sosuke les transformations qu'il a obtenues via le Hogyoku, cela peut changer la donne. J'estime qu'au stade 2 du Hogyoku, la forme chrysalide, Aizen a un niveau pouvant égaler celui de Yamamoto je pense. Il s'est quand même soloté 3 des Shinigami les plus forts du manga, donc il peut faire, à mon humble avis, un adversaire de taille face à Genryusai. Le problème avec Yamamoto Aizen réside autour du personnage de Wonder Wise, et également du fait que Yamamoto n'a pas pu délivrer sa pleine puissance lors de cet affrontement. Mais pour conclure brièvement avec eux, je pense qu'Aizen, en 3ème forme, peut dominer sur le long terme Yamamoto Genryusai. Mais il ne s'agit que de spéculation. Et bien sûr, les transformations d'Aizen au-delà du 3ème stade sont carrément hors catégorie. Avec Ichigo Ultime, on est hors classement ici. Unohana et Kyoraku, ça ne bouge pas. Son combat contre Stark, Kyoraku, a été franchement une prouesse remarquable. Battre l'espada numéro 1, c'est pas à la portée de tout le monde. Bon, même s'il a eu des coups de main des Vizard et un petit peu d'Ukitake, Kyoraku a fait une prouesse remarquable ici. Je me permets d'ajouter ici Yoruichi, Ishin et Kisuke, puisqu'ils ont un niveau de capitaine, et ont été des valeurs emblématiques pour Soul Society. Donc je les mettrai ex aequo avec Unohana, Kisuke, Ishin puis Yoruichi par ordre de difficulté à affronter. Gin grimpe ici au classement car c'est le génie sournois du manga. Il n'a jamais été sérieux dans ses affrontements, et la prouesse d'avoir pu blesser Aizen mortellement mérite à mon humble avis cette montée au classement. Byakuya Kenpachi, c'est ambigu. J'ai envie de placer Kenpachi devant dû aux exploits plus illustres qu'il a accomplis comparé à Kuchiki. Donc il a battu l'espada numéro 5 alors que Byakuya a battu le numéro 7. Kenpachi qui pulvérise son adversaire via l'art du Kindo sans forcer, tandis que Byakuya semble lutter un peu plus contre Zomari. Donc voilà. De plus, une forme de rivalité s'installe entre eux. On a pu l'apercevoir lors de leur querelle inutile contre Yami. Donc en vrai, je les mets ex aequo avec un petit avantage pour Zaraki s'il faudrait les partager. Tozen, mon coup de cœur. Alors sa montée au classement est méritée. Les pouvoirs acquis via la holomorphose, la régénération instantanée, toutes ses facultés de base ont été accrues. Son combat contre Komamura est très explicite, il a même failli one-shot Shinji Hirako sans pression. Peut-être qu'avant il dissimulait sa vraie puissance, mais là elle a atteint son paroxysme. Et j'ai même envie de dire qu'il fera un adversaire de choix pour les deux capitaines du dessus, surtout pour Zaraki. Donc j'aimerais beaucoup faire un concept de vidéo de combat fictif. Donc si ça vous botte, écrivez-moi ça en commentaire. Donc les combats fictifs, il y a Mister Z qui a déjà fait ça sur Bleach. Donc en gros, si je prends deux personnages qui sont jamais affrontés dans le manga, j'explique des arguments comme quoi qui gagnerait. Donc c'est totalement fictif. Si ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire.
En ce qui s'agit de la résurrection de Tozen, c'est un aspect complexe, car même si ses capacités ont encore été accrues au détriment d'une gueule de foire immonde, sa fierté et l'acquisition de la vue l'ont rendu en vérité plus vulnérable à cause de l'orgueil qu'il avait acquis à cause de ça. Et ça, Isagi en a bien profité. Donc grosso modo, même en résurrection, si on veut être gentil, on peut le placer à côté de Zaraki et Byakuya, mais en vrai, sa position reste inchangée selon moi. La 7ème place. Pour le reste du classement, ça ne bouge pas malgré les exploits de Itsugaya d'avoir mis sous la touche à Libelle une fois. Les 4 dernières places me semblent bonnes. Donc l'arc Fullbring et Blood Warfare, première partie. Donc ici, j'ai réuni ces deux arcs en un seul, étant donné la durée très courte de l'arc Fullbring. Donc c'est à peine 5 tomes. Si dans l'arc Fullbring, on a pu voir à l'œuvre uniquement 3 des 13 capitaines, la première partie de la guerre millénaire nous permettra d'avoir à l'œuvre la quasi-totalité des forces des armées de la cour, et ainsi avoir un avis sur le classement actuel. Ici, on va un peu spoil les scans, du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis et vos classements par arc des capitaines, ceux qui ne sont pas à jour sur les scans. Pour le reste, pour les vrais, allons-y sans plus tarder. Du coup, je pars du scan 424, le début de l'arc Fullbring, au scan 515, où le premier assaut des Quincy a eu lieu. Yamamoto Unohana, ça ne bouge pas, hein. Enfin tant attendu, la puissance survitaminée de Pepeyama a son plein potentiel, et ce n'est pas parce que Yuabach l'a vaincu d'une manière sournoise que sa puissance est en reste. Ses adversaires sont toujours obligés d'avoir recours à des stratagèmes plus vicieux les uns que les autres pour défaire le plus puissant des Shinigami. Unohana, même si ses explications de sa force interviennent à des scans supérieurs, donc au scan 523 à peu près, elle est la Shinigami ultime derrière Yamamoto, et sa polyvalence extrême n'en démente pas. Personne, excepté Yamamoto, ne lui arrive à la cheville, et son sacrifice aurait été nécessaire pour retransmettre la puissance enfouie qu'avait lui-même Zaraki lors de leur toute première rencontre. Aizen, grand absent ici, étant donné qu'il est toujours scellé au sein du Muken, le jaugeage de sa puissance devient donc inquantifiable, donc on le retrouvera pour l'autre vidéo, pour le classement final. Mais bon, même s'il serait là, il serait dans les 3 premiers, ça, il n'y a pas de doute. J'ai placé Kyoraku devant Zaraki, étant donné que Shinsui est plus polyvalent que ce dernier. Kido, Shunpo et peut-être Close Combat sont des atos qu'il pratique avec plus de dextérité que Zaraki selon moi. Malgré les démonstrations de force monstrueuses que Zaraki nous a dévoilées, à ce stade du manga, on nous apprend qu'il n'avait même pas atteint l'apogée de sa force, du coup, 4ème place. Byakuya et Tsugaya, ça ne bouge pas, hein, les deux ont été remarquables à l'arc Fullbring, bien que Byakuya a rencontré quelques difficultés. Contre Tsukishima, leurs défaites respectives sont principalement dues au vol de Bankai effectué lors des Quincy lors de la première invasion à Soul Society. Mais ces deux personnages vont revenir encore plus forts de ces divers affrontements. Pour les 6 dernières places, elles me semblent cohérentes, Komamura en haut du panier, c'est tout à fait normal. Shinji me semble plus compétent que Saifon de par ses ambitions au précédent arc, il est tout à fait normal de le voir placé devant cette dernière. Et pour les 3 dernières places, donc Rose est malheureusement le maillon faible de ce top, il y a 0 débat là-dessus, il lui manque quelques atouts nécessaires pour être encore meilleur, il a un manque d'endurance, peut-être un manque d'expérience aussi, et fallait un maillon faible, c'est tombé sur lui, désolé Rose. Pour Kensei, peut-être qu'il peut avoir ses chances contre Mayuri, si ces deux personnages doivent s'affronter en 1 contre 1, mais son tempérament très impulsif peut lui causer une blessure mortelle avec une attaque sournoise bien placée. Donc on a vu à plusieurs reprises que Kensei est un grand fonceur et ça peut lui porter préjudice. Voilà, donc la première partie de cette vidéo est terminée. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé, est-ce que tu as bien aimé ce format de vidéo, d'un peu de classement tier list. Mets-moi en commentaire ta propre tier list en fonction des différents arcs de Bleach. Dis-moi aussi quels sont tes capitaines préférés éventuellement. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu de l'amour qui m'aidera à me soutenir et à partager cette vidéo si elle t'a plu. Et on se retrouve la prochaine fois pour la suite de l'arc final Blood Warfare de Bleach. Merci à tous les Nakama, à bientôt. Diana.